Estelle Amran, on vient de parler de la mer, ça apaise, ça fait du bien, voilà, c'est la sérénité. Et quand je pense à la sérénité en regardant une notaire comme vous, je pense à la sécurité juridique. Est-ce que je me trompe ? Oui, exactement. Les notaires du Grand Paris sont là pour apporter la sécurité, la sérénité à tous les acteurs du Grand Paris, donc aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics, les promoteurs, les aménageurs. Nous sommes là donc pour sécuriser les transactions, sécuriser les études sur les terrains, sur le foncier, qui permettront les aménagements dans le cadre du Grand Paris. Pour les nouveaux maires que vous avez cités, les acteurs de la ville ici présents, la sécurité aussi, c'est, si on veut éviter une crise du logement et faire un grand Paris du logement, comme on l'a entendu ce matin, c'est aussi se protéger de tous les recours, de tous les tracas administratifs. Et c'est aussi le service que vous pouvez apporter. Tout à fait. Alors effectivement, entre les premières initiatives sur le terrain, entre les signatures des promesses de vente et le premier coup de cloche, eh bien, le délai est trop long, beaucoup trop long. Et ce qui souvent ou parfois empêche la réalisation des projets, eh bien, ce sont des recours. Certains recours sont totalement légitimes et d'autres sont abusifs. Et ces recours abusifs entraînent des lourdeurs aussi bien au niveau du temps et au niveau du coût pour les projets qui sont dans le Grand Paris. Alors, grâce à la loi Elan, il y a une grande avancée pour lutter contre les recours abusifs, notamment au niveau de la recevabilité des recours. On a recadré l'intérêt à agir pour permettre, notamment un exemple, des associations ne peuvent pas faire un recours si elles n'ont pas au moins 1 an d'existence par rapport à l'affichage du permis de construire. Et puis également le traitement des recours auprès des tribunaux qui a été limité à 10 mois pour qu'une fois que le recours est effectivement intenté, eh bien, il soit traité dans un délai très bref, et ça en première instance et en deuxième instance. Alors je dirais que pour les recours, là, ça dépend effectivement du législateur. Pour les tracas administratifs, là, les notaires du Grand Paris sont là pour vous accompagner. Pour vous accompagner, parce que quand vous avez trouvé un foncier, eh bien, il faut le sécuriser. Le sécuriser, c'est-à-dire détecter tous les éléments qui pourraient restreindre la constructibilité. Et dans le cadre du Grand Paris, nous avons un certain nombre d'éléments, enfin de points cruciaux qu'on retrouve et que vous allez, quand je vais vous en parler, vous allez ça va revenir à votre esprit, comme les vieux lotissements du début du siècle dernier qui foisonnent dans nos régions, comme des servitudes, tout ce qui peut porter atteinte à la constructibilité. Et le rôle des notaires du Grand Paris, c'est justement d'analyser tout ce qui peut nuire à la constructibilité et puis d'accompagner nos clients, les aménageurs, les promoteurs, les collectivités territoriales qui souhaitent réaliser des réserves foncières, les accompagner pour que nous puissions trouver des solutions et donc arriver à la construction des logements dont nous avons tant besoin au sein du Grand Paris. Merci Estelle Amran. Sarah Ouramoun, je vous ai présenté de manière tronquée tout à l'heure. J'ai dit ambassadrice des JO 2024. Je devrais plutôt dire vice-championne olympique aux JO de Rio de 2016, championne du monde en 2008, 10 fois championne de France, ambassadrice des JO 2024 et vice-présidente du comité olympique Paris 2024. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est quand même un beau palmarès. Merci. Sarah Ouramoun, Bruno Le Maire, avant d'arriver chez nous sur France Inter, disait qu'il ne pouvait plus courir depuis qu'il a eu le Covid. Le sport, ça permet quand même de se sentir bien. Effectivement, le sport permet de se sentir bien à la fois dans son corps, mais aussi dans sa tête. On le sait tous, ça a forcément des effets bénéfiques sur la santé, sur le système immunitaire, et je crois qu'aujourd'hui, on en a quand même beaucoup besoin. Sur les os, sur la capacité cardiovasculaire, mais c'est pas que physique, c'est aussi mental, et je crois que le sport c'est presque chimique, c'est-à-dire que quand on fait du sport, on libère des endorphines, et moi je le ressens, quand je fais du sport, je me sens heureuse, je me sens moins stressée. Je crois que pour les petits coups de blues du quotidien, c'est aller courir, c'est quand même pour moi un bienfait. Et sur le côté mental, il y a aussi le fait que le sport permet de gagner en confiance, de développer son leadership, de se fixer des objectifs, de les atteindre. Voilà, donc il y a aussi cet aspect mental, et j'ai envie de dire, il y a aussi un volet peut-être social, puisque quand on pratique en club notamment, c'est avant tout la rencontre, c'est le partage, c'est les émotions. Donc voilà, il y a plutôt intérêt de faire du sport pour toutes ces 3 raisons.
La vitrine des Jeux Olympiques imminente 2024, ce sera aussi peut-être un moyen pour inciter les gens à faire du sport. C'est un des objectifs, c'est de faire en sorte de développer cette culture du sport et de donner envie aux Français d'intégrer un peu plus de sport dans leur quotidien. On le sait, la sédentarité tue plus que le tabac. Donc quand on sait ça, on a envie, je crois, d'enfiler ses baskets et de se bouger. Mais c'est vraiment l'objectif du projet, de faire en sorte d'inculquer cette éducation au sport, ce goût de l'effort dès le plus jeune âge, pour faire en sorte que ce soit une habitude qui s'ancre vraiment dans le quotidien. Merci, Sarah Ourahmoune. Du coup, on va courir à petite foulée, à pas chasser, comme vous voulez, la rue de Rivoli. Vous pouvez y aller, il n'y a plus de voitures. Donc, pour aller jusqu'au Louvre. Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre. Comment va le Louvre, d'ailleurs ? Le musée est dans une situation très particulière, qu'il n'avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. À savoir que nos visiteurs sont à 75% des visiteurs étrangers, et l'été c'est souvent 80%. La première nationalité qui vient au Louvre après les Français, ce sont les États-Unis, puis les Chinois, puis les Brésiliens, les Coréens, les Japonais. Vous voyez que j'égrène de très nombreuses nationalités extra-européennes. Donc ils ne sont pas là. Donc nous avons perdu 75% de nos visiteurs. Ça a une conséquence économique immédiate. Nous avons perdu déjà 59 millions d'euros de recettes. Le déficit sera sans doute de 80 millions. Voilà, c'est une situation très curieuse, mais je voudrais dire que par rapport à d'autres musées dans le monde, à l'échelle des très grands musées dans le monde, nous sommes dans une situation plutôt satisfaisante, dans la mesure où nous avons pu rouvrir. Nous avons accueilli 550 000 visiteurs cet été. C'est très loin des 2 millions de visiteurs que nous avons accueillis, mais c'est tout de même 550 000 visiteurs. Ça fait rêver beaucoup de musées. Il y a des musées qui n'accueillent pas 550 000 visiteurs de l'année. Mais je voudrais rappeler que la situation est dramatique à l'échelle de la planète pour les musées. Mes collègues, le Getty, par exemple, n'a pas rouvert. Les musées américains de l'Ouest n'ont pas rouvert. Beaucoup de musées asiatiques ont fermé et refermé. Ouvert et refermé. Donc voilà, la situation des musées français et du Louvre en particulier est particulière, mais en même temps, le désir du Louvre n'a jamais été aussi fort. Pendant le temps de confinement, on a eu plus de 10 millions de visites en ligne sur notre site internet. Voilà, on sent qu'il y a cette envie du musée qui est là et qui est signe d'espoir et d'avenir. Et quels sont vos autres projets justement pour assouvir cette soif de culture, cette respiration, pour atteindre la fameuse sérénité qui est le thème de notre table ronde? D'abord, le musée est un lieu, je ne dis pas que c'est le seul lieu, parce que en effet, les compétitions sportives peuvent être un de ces lieux de convivialité. On voit bien qu'à l'issue du confinement, on a envie de rencontres et ne pas regarder l'autre comme, je dirais, un risque potentiel de contamination. Donc, si les relations sociales se réduisent à cela, nous allons vers peut-être une crise majeure de notre civilisation. Donc voilà, le musée du Louvre est un lieu de convivialité, un lieu aussi intergénérationnel. Je voudrais insister sur ce point. C'est un des rares lieux où on peut se rencontrer entre générations. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire revenir le public, être plus accueillant et faire en sorte, en effet, que les gens se sentent accueillis? Je vous informe par exemple que nous lançons une nocturne gratuite le premier samedi de chaque mois. Ce sera ce samedi 3 octobre à l'occasion de la nuit des musées, où en vous inscrivant, puisque ça permet aussi de sécuriser l'entrée, vous avez une jauge, on sera accueillis en toute sécurité. Vous savez, c'est très très grand le Louvre. C'est 200 000 mètres carrés de plancher, c'est 22 hectares de jardin. Donc alors je vous assure que vous avez beaucoup moins de risques d'attraper quoi que ce soit au musée du Louvre, qui sont des grandes cours et des grandes salles, donc qu'ailleurs. Voilà, donner envie en toute sécurité de revenir, et en même temps donner ce lien humain, parce que sans l'humain, les gens ne retourneront pas dans les lieux publics. Merci Jean-Luc Martinez, merci à vous trois.